Mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui, dans le studio du bureau, j'ai avec moi Grégory Blanc, le président, directeur général, fondateur, CEO de Mentor Aéro. Ça rentre pas sur une carte, ça. C'est impressionnant, hein? Ouais. Ouf! Toutes ces réponses. Quand même. Et dans nos studios distancés, bien entendu, André Allard, l'illustre éditeur des Ailes du Québec. Ouais, OK. Ou la commère du Québec, ça ferait aussi. Pourquoi pas, encore une fois, toutes ces réponses. Et Olivier, le pilote désigné laconique. Bonjour tout le monde. Alors, notez aujourd'hui, chers auditeurs, que vous n'aurez pas de vidéo parce que Windows a eu la bonne idée de faire un update qui a complètement planté notre setup à distance. Et ça fait 2 semaines qu'on travaille là-dessus. Vous avez vu le début de ces problèmes-là ou pas vu ces problèmes-là, enfin, avec Florent Massou la semaine dernière. Et c'est toujours pas réglé aujourd'hui, malgré maintes tentatives. On a appelé Bill et Bill a dit stand-by. c'est ça, en gros. Hein? Les problèmes de vidéo, c'est notre karma à l'aéroport. Vous dire combien j'ai hâte qu'on revienne en studio, messieurs, là, on attend juste que André se décide à prendre son rendez-vous dans sa tranche d'âge, là, puis c'est pas vrai. Contrairement à vous, ce que vous pensez, je suis pas encore dans les priorités. Mais pourquoi diable? Ah, c'est peut-être la couleur dans sa barbe. Là, peut-être, effectivement, qui nous enduit. Fait que donc, à tous nos fidèles auditeurs, vous nous blasterez avec vos Mac dans les commentaires. Classique, encore une fois. Parce que moi, j'ai updaté mon Mac, puis c'est drôle, après l'update, ça a très bien fonctionné, j'ai rien perdu. Je me demandais pourquoi ces 2 messieurs-là, amateurs de la pomme... sauter sur l'occasion de nous détruire à coup de laptop. En fait, au Claudia, on a vu que tu as assez de travailler, t'es assez réagi là-dessus ce matin, donc on a décidé d'y aller avec la pédale douce là-dessus. Là. On est quand même des cœurs avec beaucoup de compassion et d'empathie. Je suis touché. Ah, écoute. On part ça, messieurs, directement. D'ailleurs, on commence par un autre petit message aux auditeurs. Malgré tous nos problèmes techniques, sachez que ça nous aide beaucoup quand vous appréciez un épisode ou la chaîne. Si vous aimez, partagez, likez les posts Facebook, allez faire... La petite cloche. Oui, la petite cloche, mais aussi rater le podcast où vous l'écoutez. Donc, allez donner un 5 étoiles sur iTunes ou Google Podcast ou quelque chose comme ça. Ça aide beaucoup, beaucoup la visibilité du podcast. Donc, ne vous gênez pas pour aller nous montrer de l'amour. C'est important de mentionner que cet amour-là, vu qu'on fait pas d'argent avec le podcast, nous permet à l'opposé de gagner en crédibilité et donc de pouvoir aller chercher des personnes de plus en plus cool, intéressantes et variées pour des entrevues, par exemple. Exactement. Oui, exactement. Puis j'ajouterais aussi que moi, ça m'arrive, les gens, suite à un épisode, ils m'envoient des commentaires sur mon courriel personnel. Mettez les commentaires sur la page Facebook, la page YouTube de l'épisode. Absolument. Tout à fait. Donc, ces petits messages d'intérêt public passés, on va aller tout de suite sur un sujet qui intrigue beaucoup ces temps-ci, c'est-à-dire le déroulement de la transaction ou de la non-transaction Air Canada Transat. André, on a des nouvelles de ce côté-là. Ou pas de nouvelles, mais bon. Ouais, pas de nouvelles. Ben, en fait, Transat a publié les résultats de son premier trimestre de l'année fiscale 2021. Puis pour faire un portrait rapide de la situation financière de Transat, est-ce que quelqu'un s'attendait à ce que Transat fasse des profits pour son dernier trimestre? Comme il n'en faisait pas quand tout allait bien, ça aurait été surprenant. Bon, encore on a assez parlé des finances de Transat. Passons à la deuxième étape. C'est bien résumé. La transaction avec Air Canada, d'ailleurs, c'est ce que tout le monde veut savoir. Écoutez, la transaction, techniquement, elle est toujours valide, mais il suffit qu'une des deux parties y mette un terme, envoie une lettre écrite à l'autre, dire, moi, ça ne m'intéresse plus, puis et voilà, la transaction est terminée. Oui. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Jean-Marc Eustache a reconnu qu'ils avaient reçu une offre d'acquisition à 5 $ l'action de la part d'une compagnie d'investissement appartenant à M. Pierre-Carl Pelado. Ce que M. Eustache a mentionné, c'est que tant et aussi longtemps que l'entente avec Air Canada est valide, ils n'ont pas le droit de négocier avec Pierre-Carl Pelado. Fait que moi, si je suis Air Canada, ou même si je suis chez Transat, puis que j'ai pas vraiment envie de dealer avec M. Pelado, qu'est-ce que je fais? Je garde l'entente valide, même si je sais que je la réaliserai pas.
OK? Fait que déjà là, on voit un petit portrait se décider. Peu importe ce qui va arriver. Il y a un petit jeu en coulisses, là. Oui, et on commence à comprendre l'intérêt. Puis en plus de ça, même si c'est pas clairement dit, on sent que chez Transat, M. Pellado, c'est pas la meilleure option, OK? Fait que... Hey, mais t'imagines, tu pourrais prendre Air Transat, géré par Pellado, puis là, tu sors d'Air Transat, puis t'embarques dans un taxi, t'es où? Convergence, Greg. Convergence des Transat. Dans le taxi, t'as un journal de Montréal. Mm-hmm. Puis dans l'avion, le magazine, dans la pochette, c'est un 7 jours. Et voilà. Et puis tout ça, ça parle de Star Academy. Là. Oh, ouais. C'est ça, c'est tout. Puis si puis avec derrière, là, t'as 2 postes. Ben, ça, t'as 3 postes. T'as TVA, LCN, puis RDS Sport. TVA Sport. Hey, tu sais, on parlait de la tendance qu'on avait vu beaucoup en Asie où des magnats des affaires se payaient des lignes aériennes pour le fun. Ça donnait habituellement pas de très, très bons résultats au niveau des opérations aériennes. Je tiens à dire que l'histoire jusqu'à maintenant dit que c'est une bonne idée. Ça n'a pas toujours failé, mais disons qu'il y a beaucoup plus d'échecs. Non, parce que Richard Branson. Exact. Ouais. Mais il est Richard Branson. Oui, puis Richard Branson, il a commencé au début des années 80 aussi. Tu sais. Quand même. Oui, puis il a supporté des déficits pendant des années aussi, Richard Branson. Est-ce que Pierre-Carl Pellado peut supporter... Et d'autant plus que certaines ententes financières qu'a négocié Transat, dont des prêts d'Exportation et Développement Canada et avec la Banque nationale, un prêt temporaire de 250 millions. Ton caduc au mois de juin. Il n'est pas renouvelable il n'est pas transférable si la compagnie change de propriété, d'accord? Ouais. Donc, ça veut dire que Pierre-Carl devrait renouveler ou négocier lui-même ce prêt-là. Fait que c'est pas évident, mais l'autre chose que j'ai retenue de la situation de Transat, la chef des opérations chez Transat, Mme Annick Guérard, a beaucoup parlé de l'A321LR et elle en a parlé de façon dithyrambique. Elle a mentionné que les performances de cet avion-là sur les lignes transatlantiques, donc sur les longs courriers, étaient absolument extraordinaires, exceptionnelles. Et on voit que dans le plan B de Transat, cet avion-là va ouvrir des possibilités. Je vais donner quelques exemples possibles. Évidemment, Transat, par exemple, cet été, va rouvrir, là, il prévoit reprendre les vols à partir de mi-juin. C'est sûr qu'ils vont rouvrir Montréal-Paris en premier. Maintenant, est-ce qu'ils vont l'ouvrir avec des 321LR au début, puis après ça, quand le trafic va commencer à progresser, aller avec des 330? Probablement. Rendu à l'automne, ça va être les destinations soleil qui vont embarquer, donc les forfaits vers le sud. Et moi, je vois très bien venir que Transat va faire des vols transatlantiques vers Bordeaux, Lyon, tu sais, des villes secondaires autres que Londres, Paris et Rome. Puis il va utiliser ces 321LR pour aller chercher des gens là. Mais l'autre option qu'elle a maintenant, c'est qu'avec un 321LR, à partir de Montréal, tu peux atteindre n'importe quelle grande ville nord-américaine ou en fait n'importe quelle destination nord-américaine. Et ce que Transat va pouvoir faire, c'est bâtir sur sa clientèle francophone pour aller, par exemple, elle pourrait rajouter des vols Montréal-Los Angeles ou Montréal-Miami avec des 321 ou puis aller chercher des passagers en Europe à Bordeaux, par exemple, Lyon, qui n'ont pas de vol direct vers ces villes-là, OK, vers Los Angeles et Miami, puis ça pourrait être Washington aussi, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ils pourraient ajouter ces 3 destinations-là américaines. Quand des passagers européens arrivent à Montréal, évidemment, ils font le prédédouanement à Montréal-Trudeau. Puis après ça, ils reprennent le vol de Transat vers les États-Unis. Donc, tu vas chercher un trafic supplémentaire. Pourquoi je dis ça? Parce que dans les villes de Los Angeles, Washington et Miami, il y a une bonne proportion de clientèle francophone. D'abord, il y a les Français qui sont là, mais aussi, tu as les Libanais. Il y a 2,5 millions de Libanais qui vivent aux États-Unis. OK? Et ça, c'est une clientèle francophone qui, elle aussi, quand elle veut aller voir sa famille, quand ils veulent voyager, ils n'ont pas de vol direct. Donc, c'est une clientèle à aller chercher en supplément de ce qu'ils ont déjà. Mais ton point, donc, c'est que la sortie de crise de Transat, elle est avec Transat s'en sortirait tout seul. Oui, et c'est possible. Il y a un chemin. On commence à voir, là, ce qui a changé, c'est que l'arrivée du 321LR. Transat va être le seul grand transporteur, seule compagnie aérienne à faire beaucoup de vols transatlantiques, à avoir des 321LR.
Air Canada n'en a pas en commande. Air France n'en a pas en commande. JetBlue? JetBlue, ils en ont? JetBlue en ont, mais ils sont aux États-Unis. Mais ils sont pas encore établis sur les vols Montréal-Paris, par exemple, OK? Donc, ils sont pas établis dans la communauté francophone comme Transat, comme Air Canada et Air France le sont avec Transat. Donc, ça, c'est un avantage stratégique important. Deuxième chose, il y a 2 ans de ça, l'intervention de l'État pour soutenir une compagnie aérienne, tout le monde était contre ça. Hein? Là, avec la pandémie, la possibilité que le gouvernement et québécois et canadiens aident ou donnent un coup de main, un support financier à Transat est beaucoup plus grande. Donc, elle est capable, avec un plan d'affaires intéressant, de rebâtir sa clientèle. Surtout que ce que je vous ai mentionné tantôt, les marchés que je vous ai mentionnés, c'est pas la clientèle affaires, c'est ce qu'on appelle les fameux VFR, les fameux Visiting Friends and Relatives, qui est une clientèle importante pour Transat. Intéressant. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Peut-être. Je sais pas. Il y a aussi peut-être, on n'en a pas parlé, puis je sais même pas si c'est le cas du début d'une option, mais une prise de contrôle partielle ou totale étrangère. Oui, ça, c'est vrai, André. 3e option, là, tu penses-tu que... Je sais plus à quelle option on est rendu, là, mais tu penses-tu qu'on pourrait inclure quelqu'un, un nobody qui arrive de l'extérieur puis qui pourrait arriver... Des Chinois qui décideraient de racheter quelque chose sur le marché canadien. C'est peut-être pas un bon exemple, là, mais mettons. Ouais. Ben, la limitation de propriété est toujours à 49%. C'est pas à exclure. Est-ce que Transat peut faire un partenariat avec des compagnies étrangères? Regarde, tout serait bon. C'est à suivre. Tu sais, il y a beaucoup d'options. Intéressant. Parlant de rachat, justement, Porter n'est pas vraiment à vendre, mais... Non. Ben, c'est quelqu'un dans les... Ces temps-ci, j'ai commencé à faire des appels. J'appelle des gens de l'industrie, j'ose avec eux autres, me mettre au courant parce qu'il y a des gens qui ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Puis il y a quelqu'un qui me lançait ça. Il dit, Porter Airlines, il va arriver quoi avec eux autres après la pandémie? Parce que la compagnie n'est pas très endettée. Les actionnaires de Porter sont passés à go et ont réclamé un gros magot quand ils ont vendu l'aéroport de Billy Bishop. Alors, l'argent est fait avec cette compagnie-là, OK? Est-ce que les actionnaires de Porter vont décider de continuer le bataille et risquer de perdre encore de l'argent parce qu'on s'entend que dans les années à venir, ça ne sera pas rentable? Donc, est-ce qu'ils vont continuer de perdre? Est-ce qu'ils vont vouloir acheter une autre compagnie canadienne et prendre de l'expansion rapidement? Ils ont les moyens de le faire. Ou est-ce qu'ils vont accepter une offre? Est-ce qu'ils accepteraient une offre d'achat? Et là, tout d'un coup, WestJet rentre dans le portrait à nouveau. Est-ce que WestJet pourrait faire l'offre d'achat? On m'a même dit, ouais, mais pourquoi Chorus n'achèterait pas Porter aussi, histoire d'éliminer un dernier concurrent? Chorus aussi est une compagnie qui a les reins solides financièrement. Donc, et là, dans le fond, là, je lance le débat aux auditeurs. Là. Ouais. Allez-y, mettez vos commentaires, mettez-nous ce que vous pensez. J'aimerais ça avoir votre feedback à vous autres, parce que souvent, il y a des gens qui envoient des idées, des objections, des choses en faveur. Puis des fois, il y a des idées intéressantes, ça permet de tirer sur des filons intéressants. Cool. Vous en pensez quoi, vous autres? Moi, Porter, honnêtement, c'est énigmatique. La vision que j'ai de Porter, là, c'est... Pourquoi ça a fonctionné même du Non, début? mais pas à ce point-là, mais tu sais, on n'entend pas beaucoup parler, ils font leur petite affaire. Ils ont créé un segment que tout le monde essaye de copier depuis toujours, puis ça a marché plus ou moins, mais eux, ça fonctionne. Puis ils ont leur clientèle. Mm-hmm. Ils ont réussi à fidéliser, merci. Une clientèle d'affaires qui ne jure que par... tu sais, je l'ai pris 2-3 fois pour aller à Toronto Island, puis dans le lobby, le fameux lobby de Porter, là, tu sais, dans la file pour aller acheter une sandwich, là, tu jases avec 2-3 personnes, là, puis dont une dame, entre autres, qui me disait qu'elle ne jurait que par Porter. Là. Mm-hmm. Fait que femme d'affaires, avocate, basée à Montréal, va souvent à Toronto, elle ne fait que ça, n'utilise qu'eux autres. Tu sais, fait que... Je sais pas, il y a un petit côté sexy, c'est les premiers. Peut-être que c'est parce qu'il y a un petit raton laveur comme symbole. C'est sûr que c'est pour ça. Non, mais sans joke, c'est... non, mais je sais qu'il y a tout un volet économique en arrière de ça, puis ils ont le bon modèle et tout ça, mais c'est j'ai l'impression qu'il y a plus que ça. Ouais. Un petit peu comme André, JetBlue.
Ouais. Tu sais? Ouais. Oui, le modèle fonctionne, même mais il y a quelque chose à la limite Virgin America, là, quand ça a commencé, là, c'était sexy. Là, c'était les execs voyageaient sur Virgin America. Puis, Oui, absolument d'accord, Greg. C'est une comparaison intéressante. Évidemment, au Canada, le marché est beaucoup moins gros, mais c'est une. Non, il y a un petit sexiness. Là, Hey, messieurs, dernière nouvelle de dernière minute qui nous tombe dessus ce matin pendant l'enregistrement. Une annonce de 4,7 millions pour l'agrandissement du CQFA. Ah oui? Modernisation des infrastructures et tout. Hey, ça va faire du bien, ça. Oui. Ils font du très bon travail, le CQFA, à Saint-Honoré. Là. Et dans le communiqué de presse, on mentionne qu'ils veulent agrandir les installations afin de permettre d'utiliser des dispositifs d'entraînement de pointe. Donc, on peut penser qu'ils vont rentrer des simulateurs de vol plus récents, quelque chose. Maintenant, la question, est-ce que ça va être des simulateurs full motion ou ça va être des simulateurs fixes? Je sais pas. Ça va être des simulateurs fixes à 4,7 millions. Je pense pas qu'il y ait le moyen. Mais c'est intéressant pour le CQFA parce qu'on n'entend pas beaucoup parler au fait, entre autres, qu'ils sont basés très loin là-bas. Là. Mais ils font c'est un ancien collègue d'école, justement, qui gère la maintenance au CQFA. On lui dit bonjour. Mais ils font de l'excellent travail. Ils ne forment pas énormément de pilotes par année, mais moi, tout ce que j'ai toujours entendu à travers l'industrie, c'est une très bonne formation, très bien dispensée. Des élèves qui sortent de là, qui sont très bien formés. T'sais, pour le niveau auquel ils doivent être, là, rien à envier aux écoles privées. C'est unique sur la planète, ça. Une école publique qui forme des pilotes, là, et pour qui les pilotes n'ont pas à payer leur formation ou à peu près pas. Absolument. Il y a des frais. Mais donc ça, c'est vraiment unique. C'est une situation unique. Donc, pour faire un petit peu de pouce sur la question des simulateurs, CAE complète 2 placements. André? Oui, et qui n'ont pas rapport avec le CQFA. Donc, CAE, on a manqué l'annonce, nous, parce que quand on a enregistré notre émission sur Florent Massou, l'annonce de CAE avait été faite, qui faisait l'acquisition de la division formation de L3 Harris. L3 Harris. Merci, Greg. Greg s'est dépêché parce que pendant la préparation, tantôt, j'ai parlé de Lockheed, excusez-moi. Mais de qui? Lockheed, non L3 Harris. OK, c'est ça, Lockheed, non L3 Harris. Et c'est ça. Alors, la suite de ça, c'est ils ont été chercher presque $1 milliard de financement en placement privé. La Caisse de dépôt en prend une grosse portion. Je pense que c'est 500 millions avec la Caisse. Donc, CAE est toujours en situation, a repris ses liquidités, il a réussi à financer cette transaction-là et est toujours en situation de pouvoir faire de nouvelles grosses acquisitions. Tenez-vous bien, l'année ne fait que commencer, mais notre champion continue de se comporter comme un champion puis de profiter des occasions qui passent. Et en passant, l'acquisition de la division formation militaire de L3 Harris, là, c'est un gros coup, ça, de la part de CAE. C'est très, très important ce qu'ils viennent de réussir comme acquisition. On a vu des gens un peu en mode panique sur le fait qu'une compagnie canadienne allait s'occuper de la formation des militaires américains, etc. Nous, on est plutôt contents de cette idée-là. Et comme on est supposé être des alliés, on ne sait pas pourquoi on capote avec ça exactement. Absolument, parce que puis d'autant plus qu'avec la réputation qu'a CAE, je veux dire, c'est pas... Tu sais que CAE Défense aux États-Unis, c'est une entité séparée de CAE Canada. Ouais. Pour réussir à faire obtenir la cote top secret aux États-Unis, ils ont engagé des anciens généraux dans le conseil d'administration de CAE USA, de CAE Défense. Donc, ces gens-là avaient déjà les autorisations top secret. Mais mieux que ça, si Marc Parent, le président de CAE au Canada, s'en va aux États-Unis, dans les installations américaines où il y a des choses top secret, ils doivent lui cacher des choses. Lui-même n'a pas accès à toutes les technologies et tout ce qui est présent là-bas. Ça, c'est un mur de Chine s'il en est. Beau travail! Félicitations! Les Américains, comment sont légèrement paranoïaques avec la sécurité militaire? Ouais, mais c'est les Américains versus le Canada, André, là, c'est un petit peu comme le cousin à Noël, tu sais, là. Ouais. On est cousins jusqu'à ce que ce soit le temps de l'inviter à souper. Ouais.
Fait que ça me fait tout le temps penser à ça. C'est nos petits cousins du Nord, les Canadiens, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Jusqu'à ce qu'on ait besoin de faire quelque chose ensemble, puis là, finalement, on n'est plus si cousins que ça. Mais si on était aussi parano qu'eux, probablement qu'ils nous laisseraient plus tranquilles. Mais ça ressemble au débat on en parle des fois hors onde. Faudrait peut-être qu'on commence à faire un peu de buy Canadian puis de Canada First sans tomber dans la paranoïa type américaine. Et en restant légal du point de vue de l'OMC, mais on est d'accord. Absolument, mais tu sais, un petit peu plus de local puis de nous autres ici. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Passons à l'Europe. On passe ça. OK, on continue. Parce que là, Olivier parle pas, tu sais. Oui, c'est vrai, là. Fait que Europe... Dassault confirme qu'elle lancera un nouveau Falcon en 2021. Oui, beau nouveau Falcon. Ça serait, je m'attends à ce que ça soit annoncé. En fait, le président de Dassault, M. Trappier, a confirmé qu'il allait annoncer un nouveau Falcon quelque part plus tard cette année, fort probablement à NBAA à Las Vegas au mois d'octobre. Surtout que l'exposition commerciale de la NBA aux États-Unis cette année, ça risque d'être la première grosse foire commerciale de l'aéronautique depuis le début de la COVID. Donc, première bière gratuite d'un stand d'exposition, ça va être le feu de Dieu. Ouais. Oh, que ça va rouler. Fait que c'est une réponse probablement au Global 7500. Gulfstream avait déjà annoncé la sienne. Maintenant, Dassault avait préféré compléter le développement du 6X avant d'annoncer un nouvel avion. On les comprend, c'était logique. Et parce qu'il faut rappeler que Bombardier, le 7500, quand on a eu les résultats financiers de Bombardier dernièrement, puis qu'ils nous ont annoncé les cadences de production à venir, eux, là, le 7500, la ligne de production est complète jusqu'à la fin de 2020. Puis je ne sais pas si tu as entendu, André, cette semaine, il y avait le CEO de Bombardier, M. Éric Martel. Éric Martel, merci, qui mentionnait que le 7500 le programme va être rentable cette année. Oui. Et quand même. Il disait qu'on est à quelques semaines de faire du profit sur chaque avion. Là. Quelques semaines? Oui, c'est là bientôt. Là, OK, on n'est même pas rendu à la marque de 6 mois de l'année. Là. Yeah! Ouais. Donc, fait que ça roule très, très bien pour le 7500. Mais là, ça va être un concurrent direct parce que le Global avait essayé de se positionner un petit peu plus élevé du point de vue du branding, un peu plus classique, on va dire. Oui. Donc, tombait directement dans les plates-bandes de Dassault là-dessus. Oui. Tu sais, le but, c'était dans le fond de faire quelque chose d'aussi beau, mais de moins cher. C'était ça le plan du Global. Non, en fait. Non? D'aussi beau, ouais. Mais plus cher. Plus cher? Oui, absolument. Parce que dans le fond, ce à quoi Bombardier s'est attaqué avec le 7500, c'est le range et tout ça. On a rehaussé le côté glamour qui était déjà présent sur le Global, qui a toujours été. Le Global, c'est le flagship de Bombardier. Mais on s'est attaqué d'autant plus. Puis ça, j'ai déjà eu cette discussion-là avec des gens de Bombardier. Le 7500 a essayé, avec toute l'aura et le marketing autour, de s'attaquer à l'espèce à la French touch que le Falcon, que Dassault véhicule à travers mais moi, ce que je veux dire, c'est le Global, il est moins cher que le Falcon. Non. Non? No. Oh! D'accord. En ce moment, c'est cher un ça va pas la tête. OK, pardon. Moi, ma question, c'est le Falcon qui va compétitionner le Global, ce qui va y avoir 3 moteurs. Ah, là, tu jases, Olivier, là. Non, on s'entend. On parle pas souvent. Et nous, c'est des avions qu'on ne pourra jamais s'acheter. Ouais. Fait que, who cares? Mais combien de moteurs il va avoir? Ça m'intéresse. Ben ça fait une différence si tu les pilotes éventuellement. Oui, Olivier, là, ne crache pas dans la soupe, là, come on. Ben, mais d'un aspect. Mais ça Olivier. Falcon, c'est 3 moteurs. C'est leur gros modèle à Falcon, c'est des trimoteurs, le 7X, le 8X. Ouais, mais le trimoteur est voué à disparaître. Oublie ça. Non, mais c'est le branding. Là. Les Falcons de pauvres ont 2 moteurs, les Falcons de riches ont 3 moteurs. Non, mais c'est ça. Ben, peut-être que juste pour maintenir. Tu sais, dans le fond, c'est tellement un symbole de statut que peut-être juste pour maintenir ça, ils vont mettre un moteur qui va coûter cher pour rien puis qui serait plus nécessairement utile du point de vue des structures. Mais c'est plus compliqué que ça, les amis. C'est une vraie question.
Le côté 3 moteurs avait été développé sur les Falcons. Oui, mais... C'était pour des modèles qui étaient long range, Olivier. Oui, mais, et on cherchait de la fiabilité technique. Le 7X et le 8X n'avaient aucunement besoin d'un troisième moteur. Le 900 non plus. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que le prochain va en avoir juste 2, tu vas voir. Moi, je pense qu'il va en avoir 3 juste pour dire. Parce que On prend les paris. Il va en avoir juste 2. Ça s'en va sur le tableau des paris de l'aéropod, chers auditeurs. On va faire un suivi là-dessus plus tard cette année. La transition du 3 moteurs au 2 moteurs au niveau de la clientèle de Falcon, elle est déjà en train de se faire. Falcon a des clients qui ne juraient que par le 3 moteurs pour des questions de sécurité, mais cet aspect-là de la sécurité datait d'une époque où, premièrement, les Falcons étaient motorisés par des TFE 731, fait qu'on en discutera. Pas très fiable, c'est ça ton point? Pas forcément. C'était pas forcément problématique, mais c'était pas des moteurs qui étaient faits pour durer. Ils ont eu beaucoup de problèmes. Les dernières versions, le Dash 50 a été beaucoup plus mieux, là. Mm-hmm. Mais il y avait un gros côté sécurité. Si tu perds un moteur, tu en as toujours 2. Là, la technologie a évolué. Le point, il est là. Oui. C'est la même affaire, Olivier, que le F-35. Tu sais, un moteur, monomoteur, bimoteur. Là. Permets-moi là-dessus de faire une toute petite parenthèse. Les auditeurs, vous savez qu'on a fait un dossier spécial sur le F-35 cet été. On a 4 épisodes qui sont quelque part sur notre channel dans les épisodes spéciaux. Donc, ne vous gênez pas pour aller écouter ça, pour avoir tous les détails sur quoi se base Greg pour dire ce qu'il dit présentement. Voilà. Puis le débat, on l'a eu, puis il a toujours existé, puis au Canada, il existe encore, le monomoteur versus bimoteur, mais l'aspect technologique, il est là pour le Falcon, Olivier. Non, entièrement d'accord, Greg. C'est juste au niveau, moi, je sais pas vraiment comment standing. Je suis d'accord qu'un 3 moteurs, ça n'a aucun rapport. Oh, ouais. C'est juste que c'est standing, mon avion, c'est la French Touch. Il y a un moteur de plus. D'avoir des bouts inutiles, c'est ça ton point? Hein? D'avoir des bouts inutiles, c'est la French Touch? Je sais pas. Probablement que Louis Vuitton en voulait un 3e. Puis Moi, Olivier, ce que je vois avec le 3 moteurs, pour aller chercher le range, la distance franchissable d'un 7500, donc d'approcher le 8000 milles nautiques de distance, le 3e moteur devient un poids... c'est un poids... Mais honnêtement, là, sincèrement, ça pourrait être un bon... Tu sais, à date, le PW800, il y a eu un départ un peu pas très canon. Là. En fait, je dirais plus dans le style... Pétard mouillé. Pétard mouillé, oui. Mais tout porte à croire que le PW800 va être... éventuellement un très bon moteur. Oui. Donc, peut-être qu'on pourrait y aller avec 6 scores forts sur le 6X. Il pourrait peut-être y aller avec la plus grosse version du PW800 qui pourrait facilement compétitionner. Qu'est-ce qui motorise le Global? Le Global, c'est les passeports, les GE Passport. OK. Passport, il faut le dire à la... Non, il faut le pas. Ça se prononce à l'européenne, à la française. Ah, le GE Passport. Passport. C'est pour le 7500. Pour le 5005 et le 6005, c'est... C'est des Pearl, des Rolls-Royce Pearl. Ah. Des BR 170 avec la sauce magique. Exactement. Avec je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Olivier, mais avec de la Frank's. La Frank's Hot Sauce. OK. Et là, côté... qu'est-ce qu'on sait actuellement? Est-ce qu'on a une idée du pricing? Est-ce qu'on sait... C'est quoi qui va le moteur? On n'est pas sûr du moteur. On se rapproche tranquillement du 80 millions. Là. Ça va être le même prix ça va être le même prix qu'un 7005 ou un Global ou un Gulfstream 700 là, en dedans de 5%, moi je dirais. Qu'est-ce que t'en penses, André? Près de 75 millions de dollars. Ce qu'on sait de... 10% de marge d'erreur, là, c'est ça. Puis rendu là, c'est vraiment des, comme on dit, c'est un bragging right. C'est dire, mon avion a coûté plus cher que le tien. C'est comme, oui, puis... Ouais, c'est chaque fois que j'appelle, je reçois un bill, moi. Dans l'entrevue cette semaine, Éric Martel disait le modèle de base du Global 7005 se vend 72 millions. Puis qui achète un jet bare bones? Exactement. Tu sais, je veux dire, franchement, qui va acheter un 7005 genre de base? J'ai acheté la Lamborghini avec les sièges en tissu, tu sais. Oui. Ça va être les gouvernements ou les étudiants militaires qui veulent avoir juste la cellule. Là. Exactement. Tu sais, j'ai déjà eu un boss qui a acheté une Audi. Il est arrivé chez le concessionnaire Audi. Il a pris la feuille des options. Il a fait un petit X en haut, un petit X en bas, puis une ligne entre les deux. Ça veut dire que je prends toutes les options.
Ça, c'est facile à dealer. Je pensais que tu dirais le contraire. Non. Fait que c'est plus facile que cocher. Ouais, ben oui, pourquoi perdre ton temps à cocher toutes les options dans ton je pense que ça tourne autour de ça. C'est à celui qui cochera le plus d'étoiles. Hey, on est rendu loin dans notre question de jet. Dans l'entrée de mon 7005, je veux de la céramique, du marbre et un tapis par-dessus. Moi, je pensais que ça serait comme une nouvelle brève, ça, Claudia. Moi aussi. Tu viens de scraper le range en passant, Greg, OK, mais c'est une autre histoire. On passe à autre chose. Là, on va revenir, tu sais, qu'est-ce qui donne... Attends. On le sait jamais vraiment à l'avance, qu'est-ce qui donne un débat, qu'est-ce qui donne pas un débat. Olivier, d'ailleurs, tu allais en rajouter? Non, il a dit à terre. Non, mais j'ai dit on revient par terre. Il a dit à Mais terre. pas tout à fait. En fait, on s'en allait un petit peu dans l'espace. Alors, vous savez, chers gens de l'aviation, qu'on entend toujours dire deux choses en particulier de gens de l'extérieur qui ne sont pas aussi passionnés que nous. C'est pourquoi est-ce qu'on passe de l'argent à aller explorer l'espace alors qu'il y a du monde qui crève de faim? Et aussi, comment ça se fait qu'on dépasse autant d'argent en aviation militaire? Il y a plusieurs réponses à ces deux objections-là, mais l'une de celles-là, c'est que la technologie éventuellement descend, trickle, jusque dans le marché de l'aviation commerciale et civile. Ouais. Et là, ça va être le cas. Airbus est en train de considérer d'utiliser une cloison en composite qui a été construite pour la fusée Ariane dans ses avions commerciaux. Ouais, la technologie. Oui, bien sûr, parce que pas exactement la même. Ça fit pas! Hey, ça Moi marche. aussi, je veux une fusée! Un 321 LR avec les moteurs d'Ariane, là. Non, mais... Ça fly, man. Tu voulais aller à Athènes? On va y aller, tu vas voir. Athènes Tatuc avec la broche, je fais pas partir. Oh! Alors, vous le saviez pas, chers auditeurs, mais on est rendu qu'on fait des jokes de papa à l'aéropod. Alors, hashtag. Non, mais c'est juste pour vous dire, c'est intéressant. Bien sûr, ce ne sera pas la même cloison, mais ça a de l'intérêt parce que c'est très, très fort, c'est très léger, comme toutes les applications de composite en général, en fait. Oui, mais c'est... À noter, bien entendu, que ce n'est pas la cloison... Juste parce que je veux le dire, je l'ai perdu. Le pressure bucket. J'allais dire opaque, c'est pas ça du tout. La cloison pressurisée. Sèche, pressurisée, merci. Étanche. Bon, merci, sèche. étanche, pas juste... La cloison sèche, c'est pas du J-Proc. Non, c'est ça, on va faire ça. En tout cas, un jour en composite, les cloisons. C'est une autre histoire, c'est rendu tellement cher le J-Proc que ça se pourrait que ça finisse par valoir la peine. Le PC que c'est vrai. Rolls-Royce et Tecnam pensent à faire un avion électrique ensemble. Ben, pas non seulement pense, mais en fait, travaille là-dessus. À la demande de la compagnie norvégienne, moi je dis Widerøe, mais il y a du monde qui ne sont pas d'accord avec moi. Ben, moi je dis Widerøe, comme les Norvégiens prononcent eux-mêmes. Là. Comment tu disais ça, Greg, au départ? Chez Pratt, on appelait ça Widerøe. Bon, ben écoutez, s'il y a quelqu'un qui le sait pour de vrai, appelez-nous, mais Olivier va dire que c'est lui. Moi, je pense que c'est Olivier. Pourquoi ça c'est Olivier qui a raison? Comme d'habitude. André? Ouais. Alors, je continue. Donc, cette compagnie-là et cette compagnie norvégienne-là, ainsi que Tecnam et Rolls-Royce, se sont donnés comme objectif de mettre en service commercial un avion électrique en 2026. Donc, évidemment, quand on parle de Tecnam, on parle de P2013, probablement comme... avion, là, le dernier bimoteur à piston développé par Tecnam. Celui qu'ils ont fait pour Cape Air. Oui, c'est ça. Puis, P 2012. 2012, hein, parce que Tecnam, eux autres, ils numérotent leur avion selon l'année qui est lancé, qui est annoncé. Donc, c'est en 2012 qui est annoncé, cet avion-là. Et c'était un 9 passagers et moins. C'était un avion à piston, à moteur à piston. Donc là, Rolls-Royce va fournir la technologie pour propulser cet avion-là. 2026, ça veut dire que dans 5 ans d'ici, les autres, ils pensent qu'ils vont avoir eu le temps de développer, de mettre au point la technologie de propulsion, de l'essayer, de la valider, de l'essayer, de la mettre sur l'avion, de développer l'avion, de faire certifier l'avion et de faire des vols commerciaux avec en 2026. Donc, 5 ans. Moi, c'est une chose que je ne ferais pas, c'est parier contre Tecnam. OK. Oui, OK, ben regarde, c'est très ambitieux. Pourquoi, Olivier? Piston, je connais moins. Quand Cape Air sont arrivés et ont dit « Ah, on veut un nouvel avion pour remplacer nos Cessna 402, 401, toutes ces vieilles patentes-là là, qui tombent du ciel quasiment. » là. Ils sont allés voir, ils ont fait un appel d'offres, ils ont dit « Hey, on veut un avion, on veut un bimoteur qui a tant de passagers, blablabla, à piston parce que ça coûte pas cher, peu importe. » Tecnam sont arrivés, ils ont dit « On vous fait un avion, on commence à telle année, on va vous livrer à telle année. » Le programme, ça marchait comme sur des roulettes.
bing bang, l'avion livré, un pilote acclimatisé, 12 passagers. Ça leur tente pas d'aller travailler pour Boeing? Train fixe. Tu dis, Boeing, c'est ça qui fournissent les pièces après marché via Evial pour les P2012. Fait que tout le monde est content. Wow. OK, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais tout ça pour dire que, dans le fond, l'objectif est ambitieux, mais il faut penser qu'en Europe, la pression des écologistes sur l'aviation est très, très forte. Ça se compare même pas à ce qu'on peut sentir ici de la part des écologistes. En France, tous les partis politiques de droite comme de gauche ont des écologistes dans leur rang. Et pour vous donner un exemple, donc ça pousse très fort. C'est quand même ambitieux 2026 comme programme de développement. Nous, au Canada, on a des écologistes qui sont tout en Colombie-Britannique. Moi, je pensais que tu allais dire ici. Moi, je dis que ça va Oui, moi, je sais qu'ils vont nous surprendre. Ils vont faire ça avant la date qu'ils ont dit, d'après moi. Ben, ils ont visiblement l'air de livrer la marchandise. Là. Comme je te dis, c'est une des rares compagnies aéronautiques que je connais pas vraiment. Là. Je regarde les specs de cet avion-là, celui à piston, c'est assez impressionnant. Ça va quand même à 170 nœuds avec un train sorti. Là. C'est. Quand même. Ouais, OK. Ça a moins de puissance qu'un caravane, ça amène autant de monde, puis ça va plus vite. Fait que, quand même. Ouais, ben, ça veut dire que ça coûte moins cher de. Un caravane, Olivier, il y a bien beau avoir un Pratt installé dans le nez, là, mais ça va pas très vite. Ça ressemble plus à une brique qu'à autre chose, une caravane. Genre, c'est quelque chose. Toujours difficile de faire voler une brique. Hein? Une brique avec des flotteurs. C'est. Même avec des roues, ça avance pas un caravane. Hey, ça va se ramasser dans nos t-shirts Aéropod. Même avec des roues, ça avance pas un caravane. Hey, c'est bon, ça. J'ai une histoire là-dessus, je pourrais vous conter un bon moment. Quand on aura 500 followers, là, on va faire des fireside chats, là, je vais vous compter ça. J'aime ça, cette idée-là. Et d'ailleurs, parlant de fireside chat, parce que c'est pas mal là qu'ils s'en vont, ceux-là, Renton. Merci, Olivier. André, 2 ans depuis le max. Oui, ben c'est ça. Alors, le 10 mars 2019 survenait le deuxième accident d'un MAX. C'était celui de Ethiopian Airlines. Au total, 346 victimes dans les 2 vols. Je tenais à souligner qu'il y a 346 victimes, personnes qui sont décédées. C'est un triste anniversaire. J'ai pas fait d'article là-dessus, j'ai pas voulu, mais je tenais quand même à souligner. Puis, si vous voulez savoir tout ce qui s'est dit à propos du MAX depuis 2 ans, ben c'est ça. Tapez sur Google Boeing 737 MAX, puis... Bonne lecture. La liste des articles en référence dans l'article Wikipédia est très impressionnante. Surtout sous la barre « Controversy ». En tout cas, passons là-dessus. Parlant de petite controverse, un autre défaut / problème pour les MAX, dans ce cas-ci, également pour les NG, un danger de décompression rapide. Ouais. On a un problème avec les portes. Ouais. Qui a dit dernièrement, sont même pas capables de designer une porte, n'importe quoi? Je pense que c'est André. Ça se peut-tu? Ouais, ça se peut, ouais. Fait que, tu sais, comme on l'a déjà dit, dans toute autre compagnie aérienne, OEM plutôt, ce serait une petite bosse dans la route, pas un gros problème. Là, Boeing, ça commence à mal paraître. Ben, en fait... C'est le genre de problème qui aurait pu arriver à n'importe qui, sincèrement. Ouais. Ça aurait pu arriver à Airbus, ça aurait pu à mais ça n'arrive pas à Airbus. Quoi, blague à part, là. Ouais. Mais il reste que c'est une affaire de plus. Ouais. Puis c'est le même avion, ça aurait pu être le même problème, un risque de décompression, mais sur un 777, non, mauvais exemple. Mais ça aurait été le deuxième problème du 777. 767, admettons, tu sais, lui qui a rien demandé à personne, là, puis... Mais ouais, c'est juste une brique de plus. Là. C'est une affaire. Ben, en fait, ça arrive à Airbus aussi, ce genre de problème-là, parce que c'est un problème de vieillissement de programme. C'est juste que tout ce qui arrive à Boeing ces temps-ci fait la manchette. Toutes les raisons sont bonnes. C'est quand même intéressant ce que tu dis, André. T'as-tu entendu ce que tu as dit? C'est des problèmes de vieillissement de programme. Ça affecte le MAX? Ouais, quand même. Fait que donc, mon point, ce que ça veut dire, c'est qu'on réutilise des designs, on les étire à leur extrême. Là. Ouais, c'est vrai. Le tout nouveau bon vieux 737 MAX, c'est ça?
Mais exact. Moi, je pense, André, qu'une des raisons pour lesquelles ça pose autant de problèmes pour Boeing, outre le fait que ce soit le 8e problème d'affilée, whatever, c'est leur attitude. Et parlant de ça, je pense que Tim Clark est plutôt d'accord avec moi. Moi, j'appelle ça une méchante gifle. Le dirigeant de Clark a donné une claque. Le dirigeant, donc, très populaire d'Emirates, est sorti en public dans une discussion, dans un événement de l'aviation pour river le clou du conseil d'administration de Boeing, et ça, c'est le bout qui est plutôt intéressant. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont parlé contre Boeing depuis le début de ces différentes crises il y a 2 ans, pour plein de raisons, parce qu'il y avait plusieurs partenaires, parce que tout le monde se disait que ça pouvait nous arriver à nous aussi, parce que les gens de Boeing étaient extrêmement puissants, etc., etc. Mais Tim Clark, c'est un peu tanné, on dirait, de cette omerta-là, et dit en public, ce n'était pas la première fois d'ailleurs, mais a été beaucoup plus loin que les autres fois en disant toute la responsabilité du problème de culture, de complaisance, de sécurité, d'alignement sur les objectifs, etc. Tout ça, ça repose 100% sur le board, donc sur le conseil d'administration, sur les administrateurs et non sur les dirigeants. Donc, pas le CEO, pas le etc. Et c'est à eux de démontrer à l'industrie qu'ils sont en train de gérer leurs problèmes internes. Là, dans le fond, ce que ça sous-entend, c'est tout le monde a le droit d'avoir des problèmes. On veut voir que vous prenez ça au sérieux puis que vous les réglez. Et ce n'est absolument pas le cas actuellement chez Boeing. C'est ça qui se passe. En fait, écoute, c'est toujours intéressant de se faire dire que tu es un piece of chaise. Mais ce que M. Clark a carrément dit aux gens de Boeing, c'est faites le ménage dans votre cour. Ouais. Autrement dit, sortez les vidanges. Oui. Puis en fait, le conseil d'administration de Boeing, au moment du MAX, était tellement consanguin qu'il n'y avait aucun... Tu sais, tous des amis, des anciens employés, des employés actuels, ce qui est une très mauvaise idée en général. On essaie de... Tu sais, l'objectif d'un conseil d'administration, c'est de surveiller les dirigeants. Si le VP Finance, le CEO, la personne des ressources humaines, le gars du marketing sont tous sur le board, ils ne peuvent pas se surveiller eux-mêmes. C'est la logique de base. Fait que donc, chez Boeing, on a déjà fait un ménage dans les administrateurs. Ben, en tout cas, on a été forcé de faire un ménage dans les administrateurs il y a quelques mois, mais M. Clark semble ne pas croire que c'était suffisant pour adresser les problèmes de culture. Mais ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui nous écoutent, nos fidèles auditeurs, savent que ça fait quelques fois qu'on parle de culture. Olivier en avait parlé, puis on avait longuement débattu de ça avec André. Le fait de cette culture de pas bon, là, puis de mauvaise attitude, puis qui est arrivée avec le rachat de la fusion avec McDonald's. Ouais. Donc, on repartira pas sur l'histoire, mais je trouve ça intéressant quand même que dans les points qu'il a mentionné M. Clark, Sir Clark, il y a... Comment? Timmy. Ouais. Il y a... Il y a quand même les points qu'il a mentionnés, la culture et tout ça, là, c'est toutes des choses qu'on avait discutées. Ouais. Puis qui dérivent carrément de cette mauvaise fusion, rachat, whatever, de Boeing vis-à-vis McDonnell Douglas et cette mauvaise culture qui est arrivée. Ben ça, puis toute la question de comment le marché financier a poussé les entreprises en la gestion à court terme. Absolument. On les a encouragés. C'était une tempête parfaite. C'était... Oui, absolument. Tu sais, je veux dire, cette mauvaise culture est arrivée de chez McDonald's. Ouais. Puis le marché l'a encouragé, fait que ça a juste continué. Absolument. Southwest fait son lit et se couche, André. Oui, et je les aime plus. Ça va être dans un siège de B737 MAX 7 parce que la nouvelle est sortie plutôt en fin de semaine, pas en fin de semaine, vers la fin de la semaine dernière, comme quoi, finalement, Southwest avait choisi entre la 220-300 et avait tranché entre la 220-300 et le MAX 7, et que c'est le MAX 7 qui avait remporté la mise. La rumeur veut que Boeing ait offert un prix super bas pour garder la commande, parce que c'était une commande que Boeing ne pouvait pas se permettre d'échapper. OK? Maintenant, pendant qu'on prépare, entre le moment où on a préparé l'émission, puis la diffusion, puis l'enregistrement, j'ai reçu par courrier une liste de prix des avions neufs
qui est faite par la firme Ishka Global. Donc, c'est une firme de données et d'informations sur l'aviation. Et j'ai quelques données intéressantes sur le prix des avions neufs. OK? Parce qu'on se demande tout à quel prix Boeing est allé pour vendre ses avions. Ouais. J'ai pas le prix du 737 MAX, mais je vais vous donner quelques prix. L'A220-300, au 1er mars, sa valeur marchande, quand il est neuf, donc à la sortie d'usine, est évaluée à 35,75 millions. OK? OK. Le MAX 8 est évalué à 43,5 millions. Fait maintenant, pour la première fois depuis la mise en marché, la compétition entre l'A320 et le 737, l'A320 Neo vaut plus cher qu'un MAX, il est à 48 millions. OK? Il faut penser que le MAX a perdu 13 % de valeur depuis un an, l'A320 Neo seulement 4. OK? Puis l'A220-300 a perdu seulement 250 000 de valeur, donc c'est une petite variation de prix. Pour que Boeing puisse décrocher la commande avec Southwest, étant donné que l'A220-300 est un avion plus performant, donc plus économique, il a fallu qu'on descende probablement à 30 millions de dollars, ou aux environs de. Et c'est un gros écart si on compare avec le MAX 8 qui, lui, est à 43 millions. Donc, est-ce que le MAX est encore rentable à ce prix? Le MAX 7 est encore rentable à ce prix-là? Bonne question. C'est une excellente question que je me pose, mais c'est très intéressant. Donc, ton point, André, c'est qu'il aurait fait du dumping? C'est-à-dire que... Ça s'appelle du dumping juste si c'est contre les États-Unis. Étant donné que c'était aux États-Unis, Boeing ne peut pas faire le dumping. Oui, il faut que ce soit interfrontière. Non, mais oui... Oui, je le sais que le terme économique ne s'applique, mais on jasait entre nous et nos 450 000 auditeurs. Oui. Et ça veut dire que, du point de vue légal, Airbus n'était probablement pas capable de coter cette offre-là parce qu'elle aurait pu être accusée de faire du dumping. Tu comprends? C'est sûr. C'est tellement le fun, un marché intérieur fort. Demandez aux Chinois. Bon, OK. Voilà. Hey, là-dessus, on va faire un mini tour du côté des nouvelles COVID-19. Parce que on se demandait depuis des mois de quoi allait avoir l'air la reprise. Donc, première donnée importante, IATA considère qu'il y aura rebond dans les voyages d'agrément à partir de juin. Donc, du début du 3e trimestre 2021. Donc, quand les Américains seront tous vaccinés. Entre autres, puis l'Europe aussi, ça va bon train, il faut dire. Là, plusieurs des destinations classiques, les Anglais sont des gros voyageurs aussi et tout. Donc, bon, à peu près ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, ouais, ben là, quand ça va recommencer, ça va être une catégorie privilégiée de gens qui vont vouloir voyager seulement parce que les prix vont être très élevés, tout ça. Ça n'a pas l'air d'être parti comme ça. La guerre de prix a l'air de vouloir reprendre de plus belle dès le début. Un bon exemple de ça, c'est une promotion de Virgin Australia qui vient de sortir. Comme quoi, ils coupent de moitié leurs tarifs. Donc, ils disent que tu peux voyager sur leurs ailes pour pas plus cher qu'une ride de taxi. Gardez en tête qu'une ride de taxi intercontinentale en Australie, ça coûte cher. Mais ça vous donne une idée. Ouais, là, celle-là, je suis pas trop sûr de la... Je sais que c'est ça qui est écrit, là, mais je suis pas trop sûr de la comprendre. Ben, j'imagine que c'est ça, mais aussi, il faut dire que peut-être qu'ils ont des espèces de tarifs de low-cost intérieur, là, ce qui est une autre histoire. Je sais pas exactement c'est quoi leur segment là-bas. Ça peut ressembler à du low-cost. Virgin Australia, c'est un low-cost. Bon, fait que ça ressemble à l'Europe. Là. Tu peux voyager pour 50-60$. Là. J'imagine, ouais. Ouais. Fait que, puis là, en plus, ils ont coupé de moitié, fait que ça veut dire 30$. Wow. Fait qu'on va voir, mais c'est quand même agressif. Tu sais, peu importe c'est quoi ton montant de base, le couper de moitié, c'est assez agressif. On s'attend à ce que, dans le fond, ils aient la volonté d'aller chercher du volume, pas à tout prix, mais presque. Et que ce soit ça qui allait informer les stratégies de s'ils sont pricing. Les premiers à retourner activement sur le marché, les gens vont continuer avec eux. Fait que j'imagine que c'est une stratégie d'être le premier à revenir. Là. Un peu ça, ouais. Il ne faut pas oublier que la demande pour le transport aérien est très sensible au prix. Si tu montes le prix, la demande baisse. Si tu baisses le prix, la demande revient. T'sais. Alors, puis je pense qu'on avait déjà parlé, mais à tous les 6 mois, on a un spécialiste quelque part qui nous fait une belle analyse conjecturelle pour nous dire que, ben là, le prix des billets d'avion va monter. Moi, ça fait 5 ans que je vois ce genre d'analyse-là à tous les 6 mois, puis ça monte jamais. Alors, comme on n'est pas des spécialistes, nous autres, on ne prédira pas que le prix des billets va monter. Mais que, en fait,
compétition oblige, le prix des billets, non seulement ne va pas monter, mais il va rester stable ou à la baisse, en fait, dans l'année à venir. Il va y avoir une guerre de prix entre les compagnies. Ça va être laid. On a hâte de voir. Et là-dessus, mais en fait, c'est juste... On disait ça pour donner de l'espoir à tous les gens de l'industrie. Nous, on pense que ça va avoir... il va y avoir un retour assez agressif à des habitudes de voyage plus intéressantes en 2021. Là-dessus, défense et espace. Olivier, un nouveau F-15. Claudia, oui. Ben, c'est notre nouveau projet de défense américain préféré. À part, bien sûr, le B-21, peut-être pas tant de même, là. Donc, dès qu'on va avoir des nouvelles, on va en parler, mais on vous tient au courant de l'évolution des programmes. Parce que c'est le F-15EX, le fameux F-15 qui était là pour qui va remplacer les F-15C de l'Air National Guard des États-Unis qui sont fatigués, qui sont usés. Le premier avait volé, on en avait parlé. Et là, ce premier avion-là a été accepté le 10 mars, donc c'est tout récent, à Saint-Louis. Et ce qui est intéressant, c'est que l'avion avait fait ses premiers vols non peints. Là, l'avion est rendu peint. Et il a livré des F-15C et non des F-15E. Donc, il est camouflé en 2 tons de gris et non 1 ton de gris comme les F-15E. Il y a aussi des photos de famille qui ont été prises. Je vais envoyer ça à Claudia pour les notes. L'avion est rendu à Eglin, en Floride. Et là, il va être mis au pas dans les séries de tests, batteries de tests. Et il y a une photo de famille avec un F-15C, F-15E et F-15EX qui se promènent. Donc, on vous tient au courant. Il y a toujours le contrat pour ces avions-là entre la compétition entre Pratt et GE pour les moteurs. C'est toujours pas réglé. Les 8 premiers vont avoir des moteurs Pratt. Correction, des moteurs GE. Et mais Pratt essaie d'avoir un contrat pour les suites d'avions. Ils pensent qu'une façon qu'ils vont le faire, ça va être à chaque année, pour chaque lot de production, faire une compétition à savoir quel moteur l'avion va avoir. Hey man, t'imagines-tu une compétition à chaque fois? Un appel d'offres à chaque année. Est-ce que l'avion est peint par tranche? Peint par tranche, non. C'est pas celui-là. C'est juste les Eurofighter qui sont peints par tranche. Il l'a pas compris. Non, mais c'est correct. Hein? Ah ouais, tout à fait. On va passer comme si de rien n'était. Oui, je l'ai compris. Non, elle était bonne, par exemple. Non, mais c'est une joke de papa. Et moi, je l'ai remis en contexte avec l'Eurofighter qui a des tranches. Ouais. OK. Écoute, quand on est mais est-ce que l'Eurofighter et ses tranches sont peints? OK. OK, bon. KC-46 israélien. Les Israéliens deviennent le 2e client du KC-46 à l'international après le Japon. Fait qu'ils ont l'intention de ne pas voler? Je sais pas, en fait. Ça, je me suis posé la question. Le gouvernement américain a autorisé 8 avions. Là, ils en ont acheté 2. Ils vont en avoir 2. Ils ont demandé d'avoir des avions qui étaient du bloc... le plus loin possible. Non, en fait, un bloc de production de la US Air Force pour les avoir plus rapidement. Oh. Mais... Ils veulent les envoyer chez leur transformateur. Régler son problème, s'il vous plaît. Oui, non, c'est ça. Mais en fait, ce que je me demande, c'est parce que le KC-46, oui, il y a un problème avec son système de vision, Remote Vision System. Par contre, les nacelles avec le système de panier pour ravitailler, ça fonctionne. Aussi, le KC-46 beaucoup de bandes passantes disponibles dans l'avion au niveau électricité et données pour faire office de relais. C'est un des rôles de l'avion. Donc, je sais pas, ils l'ont pas acheté juste pour avoir un avion pour passer du carburant. C'est aussi pour faire autre chose avec l'avion. C'est ce que je pense. Ouais, OK. Ça a plus de sens quand il y a dans l'annonce qui a été faite par le gouvernement israélien sur le KC-46, il y avait un F-15EX aux couleurs israéliennes, même un camouflage digital israélien qui était en arrière du KC-46. Donc là, les rumeurs vont montrer est-ce que les Israéliens vont commander des F-15EX? Sûrement. Je vois pas pourquoi ils n'en commanderaient pas. Dans la même foulée, on a su qu'ils avaient établi un 3e escadron d'F-35 et qu'ils avaient aussi choisi le CH-53K, le King Stallion, pour remplacer le CH-53D. En fait, c'est le Chinook qui était en compétition. Ouais. Donc, ouais, le King est en train de faire sa place. Moi, je pense qu'il va être. Ouais. Il a été choisi en Allemagne aussi ou ils sont encore en compétition? Ils sont encore en compétition là-bas. Ouais. Je suis à peu près certain qu'ils vont être choisis. Les Allemands, eux autres, ce qui pourrait fausser la donne, c'est que les Allemands collaborent de près avec les Hollandais. Les Hollandais ont des Chinooks. Ah oui, c'est vrai. Donc, ils pourraient avoir une flotte, ramasser des Chinooks, comme ça, ils peuvent partager des trucs là, entre les deux pays, là, un peu comme ils ont fait avec la France. Ouais. S'ils se ramassent des CH-53K, ils vont tout ça dans leur coin avec cette affaire-là.
C'est vrai. Bon point. À suivre, donc. F-16 belge pour rester en Europe. Oui, les F-16 belges. On parlait du Pratt & Whitney, le F-100 avec les F-15EX américains. Ben là, les F-100 des F-16 belges ont de la misère. Il y a eu, cette semaine, il y a eu un F-16 qui a décollé et il y a eu des photos spectaculaires qui ont été prises. On va mettre le lien d'un article de Drive. Il y a un lien pour la communication YouTube. Un enregistrement audio entre le pilote et la tour. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle en anglais et en bon français un nozzle burn-through. Donc, les températures moteur étaient telles que les pétales autour de la post-combustion, de la tuyère du moteur à l'arrière, les gaz d'échappement ont passé au travers. Et là, ça a comme fait plein de flamèches puis d'étincelles, toutes sortes de patentes. Il y a des photos de ça, c'est comme assez spécial. Le pilote a bien fait son travail, a réussi à revenir. L'avion avait moins de puissance, mais a quand même revenu à se poser sur la piste. Et donc, le gros avantage, c'est qu'il y avait un avion intact, il pouvait inspecter pour voir qu'est-ce qui s'est passé et non des petits morceaux dans le fond d'un cratère. Ouais. Et là, ils se sont rendus compte qu'il y avait un problème avec les moteurs. Donc, les Belges ont 51 F-16, ils ont 43 AM et 8 BM. M, c'est leur version modernisée. Et là, les travaux, c'est 5 jours par moteur, mais les pièces sont en rupture d'inventaire, sont dures à trouver, parce qu'il y a beaucoup de ces moteurs-là. Donc là, j'imagine aussi que, les PW F-100 ont de la misère, donc inspectons tous les moteurs, et les Américains ont dit que, on va inspecter les nôtres avant de vous donner les pièces. Mais, j'en viens à mon autre point. Les Hollandais ont pris le relais pour la défense de l'espace aérien belge avec leur propre F-16. Sérieux, les Hollandais save the day, c'est quoi ça, là? Je Mais savais pas qu'ils étaient forts. Mais non, mais c'est toute cette communauté de gens nordiques là, qui ont une vision très spéciale de la famille et des amis. Non, mais le Benelux... En fait, ils ont le Benelux, donc la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg ont des ententes de défense réciproques. Ouais. Donc, c'est déjà prévu que si les Hollandais, leurs avions ne peuvent pas voler, ben c'est les Belges qui vont venir les protéger, d'accord. etc., etc. Et puis, ça, pour vous rappeler, en 2007, je ne sais pas si vous étiez né dans ce temps-là, mais à peine. Le 3 novembre 2007, les Américains ont cloué au sol tous les F-15C. Souvenez-vous, il y en a un F-15 qui avait cassé en deux lors d'une mission d'entraînement aérienne. Avait cassé juste en arrière du cockpit. Et puis, le pilote s'était éjecté. En fait, l'avion avait cassé en deux. Le pilote était tout seul dans le nez de l'avion qui tombait, puis s'est éjecté du nez de l'avion. Donc, les Américains ont dit, les avions sont rendus vieux. Je pense qu'on va les clouer au sol, on va les inspecter. Et pendant ce temps-là, c'était la base de Bagotville avec les F-18 qui avait assuré la défense de ce coin-là des États-Unis, du nord-est des États-Unis. Intéressant. Cool. Dans l'Ouest, il y a eu d'autres chasseurs, dont la marine. Et c'est parce qu'on en avait parlé de ça dans le cadre du F-15EX. Donc, circulaire, on revient à mon premier point. Le F-15EX, ils se demandaient est-ce qu'on achète de nouveaux avions ou on répare les vieux? Ben, finalement, ils se sont rendus compte qu'acheter de nouveaux avions, à long terme, ça coûte quand même moins cher que réparer des vieux avions. Ça s'appelle avoir de la vision. Quel beau rap, Olivier. Moi, je suis pas là pour rigoler. Là. Heureusement, il n'était pas drôle. En tout cas, bref. On passe à... Non. On passe à l'espace rapidement, dans le fond, parce que c'est juste 2 mini-points. Vous avez peut-être vu dans les nouvelles que le parachute du rover avait un message codé en binaire dessus, rouge et blanc. En tout cas, on mettra un lien vers la photo dans les notes de l'épisode, et ça voulait dire « Their mighty things », en présumant que les gros scorpions extraterrestres sont capables de lire le binaire également. Ben en fait, c'était pas pour les extraterrestres, là. C'était pour les geeks qui regardaient l'amarrissage. Merci. Et c'est une phrase, c'est un running gag au GPL, cette phrase-là. Ouais. Ben voilà. Et aussi, en lien avec un peu notre micro-thématique du jour sur la journée de la femme, le mois de la femme au mois de mars, sachez qu'une autre, on avait entendu parler beaucoup d'une pilote québécoise de rover, une certaine Farah, dont j'oublie le nom de famille, Alibé. Ouais. La flight director de Persévérance est également une femme et elle a une histoire un peu spéciale. C'est une immigrante colombienne qui est arrivée aux États-Unis quand elle avait 17 ans, qui a fait toutes sortes de jobs pour réussir à se payer l'université, pour faire, etc. Un profil super intéressant. On va vous mettre aussi le lien dans les notes de l'épisode pour vous permettre d'aller voir ça si jamais ça vous intéresse. Et on passe à l'un de nos gros sujets du jour, Grégory Blanc.
Oui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe avec les PW4000? Oh là là, ça va pas bien. Ça va pas bien pour Pratt & Whitney? Ouais, US, on s'entend. Ouais. Pratt & Whitney Canada, on met ça de côté pour tout de suite. Ben c'est pour faire suite, donner un petit peu plus de détails sur la spectaculaire implosion du PW4000 qui est arrivé sur un 777-200 de United Airlines qui partait de Denver au Colorado et qui s'en allait à Honolulu. Puis donc, je pense qu'à peu près tout le monde sur la planète a vu la vidéo du moteur qui semblait en feu, mais il n'était pas en feu. Qui vibrait, puis le fan en avant qui était à moitié déconstruit. Très beau vidéo. C'est ça la beauté d'avoir des téléphones intelligents aujourd'hui. Donc, ce que ça fait, c'est que ça a mis Pratt & Whitney sur la sellette encore une fois pour le PW4000. Puis c'est un type de moteur bien particulier. C'est la série de PW4000 qui équipe les 777. Donc, on parle de très, très gros moteurs. C'est la série, pour nos geeks qui nous écoutent, c'est le PW4000 4077-112. Fait que c'est le gros modèle de PW4000. Et ils ont un très gros problème au niveau du fan. Et ce problème-là, c'est de la fatigue au niveau du métal fatigue. C'est de la fatigue? La fatigue, ouais. Oh. Seigneur, on est en feu aujourd'hui? On lâche pas, Olivier. Donc, c'est pas la première fois que ça arrive. C'est depuis 2018, ça va faire la troisième. En 2018, il y avait eu nos amis de United, encore une fois, qui avaient eu un problème. Donc, le même principe, la fan, une des blades, une des pales du fan qui s'est cassé. Donc, on a eu une rupture en pied de pale à peu près. Puis le moteur l'a ingéré, puis des gros problèmes. Donc, ça, c'est en 2018. Il y a un AD qui est sorti. Je vais y revenir dans quelques secondes. Il y a un AD qui est sorti, donc une consigne de navigabilité qui a été émise pour faire de l'inspection, etc., etc. Il y a eu un deuxième cas relié au PW4000, encore une fois, avec Japan Airlines. On n'en a pas entendu beaucoup parler, mais c'est en décembre 2020, donc ça fait pas très longtemps. Et il y a eu un autre cas de United, encore une fois. C'est arrivé le 20... C'est quoi la date exacte? Je l'ai dans mes notes. Le 20 février. Donc voilà. Maintenant, petite parenthèse, les gens qui se disent « Oui, mais comment ça se fait que United... » Mais Greg, comment ça se fait que United... Merci. Très bonne question, Claudia Ouellette. Bravo, absolument. Donc, parce qu'il y a très peu de... Il y a très peu de 777 qui sont équipés du moteur du PW4000, donc de moteur Pratt. Ce n'est pas un moteur qui était très populaire. Sur toute la flotte de 777, tout modèle confondu, il n'y a que 128 avions qui sont équipés de PW4000. Et là-dessus, actuellement, il y en a la moitié en storage. Ouais, c'est ça. Et l'autre moitié qui est groundée pour inspection. Oui, bon, maintenant, oui. Ouais, voilà. Mais au moment de l'incident, seulement la moitié en opération. Exactement. Le plus gros opérateur de 777-200 avec des PW4000, c'est United, qui en a 58 dans sa flotte. Là. Donc, il y en avait 2 en Corée puis 2 au Japon, genre. Là. Un petit peu plus que ça, là, mais effectivement, c'est principalement concentré donc, aux États-Unis avec United. Donc, ce qui est intéressant, on a eu des résultats. André? Oui, vas-y, André. Oui, c'est un problème de vieillissement, ça. C'est pas un problème. Non. C'est pas des jeunesses, ces moteurs-là. Là. Non, c'est pas ça. Et en fait, c'est ce que tout le monde se disait, c'est que c'était des moteurs qui vieillissent mal et tout ça. C'est pas un problème de vieillissement, c'est un problème. Au niveau du manufacturing, donc de la fabrication de ces blades-là, ce sont des pales en titane qui sont vides à l'intérieur. Donc, les techniques de fabrication sont vraiment... là, on parle de très, très haute technologie. Là. Les techniques de fabrication sont brevetées. Le matériel, le métal est breveté. Tout est propriétaire. Là. Tout est propriétaire. C'est vraiment très spécifique. Et c'est tellement très pointu au niveau de la fabrication, de la métallurgie et de la manipulation comme telle, que même le procédé
Parce que suite à tous ces problèmes-là, le NTSB et la FAA ont demandé à Pratt & Whitney de trouver une solution et Pratt a développé son propre système d'inspection non destructive qu'on appelle en bon français le Thermal Acoustic Imaging. Fait qu'ils ont développé leur propre système pour inspecter leur propre blade. Il y a un brevet là-dessus. Ça appartient à Pratt & Whitney. Puis dans le fond, ce que ça fait, c'est que c'est une inspection aux ultrasons. Par résonance. Oui, mais c'est vraiment bizarre, OK? Parce que cette inspection qui a été demandée par le NTSB, ce qu'elle a de particulier, c'est que grâce à ces hautes fréquences-là, c'est des ultrasons, on est capable d'inspecter la blade, la fan, la pale, à l'intérieur. Je vous ai dit qu'elle était vide. Et on s'est rendu compte avec le temps que les pales qui ont cassé pour de multiples raisons, dont entre autres, ce qu'on suspecte, c'est au niveau de la fabrication, il pourrait y avoir une micro-fissure qui se fait, puis etc. Mais c'est à l'intérieur que la craque se crée et se propage. Fait, comment tu fais pour l'inspecter? Il fallait trouver une solution. Et cette technique d'inspection développée par Pratt & Whitney, ce qu'elle fait, c'est que les ultrasons, on parle de fréquences qui tournent aux alentours de 20 kHz, elles font chauffer le métal, ça fait chauffer le métal, et la fissure, s'il y en a une... Non, la fissure, s'il y en a une, va chauffer plus, va apparaître plus chaude. Donc, ce que ça fait, le côté thermique, là, c'est qu'après ça, avec un système de caméra spécial qui est aux infrarouges, la fissure va apparaître un peu plus chaude que le reste, et c'est là qu'on va pouvoir la détecter. D'accord. Intéressant. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que initialement, les pales étaient inspectées visuellement. Ah ben c'est un peu difficile quand la craque est à l'intérieur. Voilà. Et la première fois que en 2018, quand tu fais un trou dedans, puis tu mets une caméra, tu vas voir. Ben oui, voyons. Ouais, mais une fois qu'elle... Puis après ça, tu mets du poté. Ben oui, du métal prep. Du métal, ouais. Absolument. Du métal 7. Vous le voyez pas, chers auditeurs, mais André est complètement découragé. Oui, absolument. Donc, ce qui a amené Pratt & Whitney à développer cette technique d'inspection-là, c'est qu'initialement, c'était fait visuellement. Donc, on demandait aux inspecteurs de mettre à profit leur acuité visuelle pour inspecter les fans, les blades. Et en fait, on s'est rendu compte que la première fois que ça a cassé, en 2018, on avait manqué, on n'avait pas vu qu'il y avait des micro-fissures, entre autres parce que c'était caché par l'espèce de peinture qu'on met par-dessus. Ceux qui ont déjà vu les fan blades sont souvent peintes en noir. C'est une peinture de protection pour la corrosion, mais aussi anti-impact, etc. Donc, les blades avaient été mal nettoyés, donc la peinture cachait le défaut, la fissure, etc. Donc voilà, fait qu'on a forcé Pratt à développer cette technique d'inspection, le Thermal Acoustic Imaging. Bon, et là, donc, ils sont tous cloués au sol maintenant. Donc là, tous les 777-200 sont cloués au sol. On va s'attaquer également au 777-200ER, les quelques 200 ER qui ont été vendus avec des Pratt. Il n'y en a pas beaucoup, comme je vous disais. Puis juste pour vous donner une petite idée là, de combien il n'y en a pas beaucoup sur le marché, là, on parle de au total 9600 pales. OK, oui, quand même. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Il y en a combien par moteur? 22. OK, oui, non. Vraiment pas beaucoup. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas beaucoup. Ça coûte cher du développement comme ça quand il n'y a pas de volume? Ouch! Nos auditeurs qui sont maniaques du 777, OK, savent que le PW4000 qui a été développé, la série 4070 et plus, là, Dash 112, donc le très gros PW4000 qui avait été développé pour le 777, qui a volé en premier sur le 777. C'est le premier moteur qui a volé sur le 777. C'est un échec commercial. C'est un échec d'ingénierie tout court. Oh, ouch! Oui. Il y a de très beaux vidéos sur YouTube où on voit des PW4000 surger au décollage.
Donc, c'est un moteur qui n'a pas vraiment bien fonctionné, qui n'a pas eu le succès qu'il peut-être il aurait dû, mais en même temps, le peu de volume a fait qu'on n'a pas beaucoup investi, mais il faut quand même le garder en service. Cercle vicieux. Exactement. OK. Et il y a quelques experts dans l'industrie et certains vieux ingénieurs de Pratt qui disent que puis là, on va peut-être faire plaisir à certains de nos collègues chez Air Canada. Les bons vieux JT9D 7R4, qui est la dernière itération là, du JT9, elles sont beaucoup plus fiables que les PW4000. Bon, d'accord. Okay. Donc, ça vous en dit long sur le moteur. Et ça me brise le cœur de dire ça parce que les gens qui me connaissent savent que j'ai le Eagle tatoué sur le cœur, mais là, ça va pas bien. OK. On vous avait dit qu'on vous reviendra avec des détails. J'espère que cette Et pour vous donner aussi les détails là, du moteur qui a explosé le 20 février, là, c'est une blade qui a cassé en pied de pale, qui a fait casser la blade juste à côté d'elle, à moitié. Il y en a une des deux qui s'est ramassée dans le carter, donc dans l'intake. Puis, ce qui est intéressant de mentionner, c'est que l'intake du moteur, on voit ça souvent quand les capots sont ouverts. Il y a une espèce de wrapping de Kevlar autour de ces carters-là. Des fois, c'est en métal tout court. Souvent, il y a aussi, sur le métal, il y a une... comme une roulette de scotch tape. Là. On enroule du Kevlar autour et ça a pour but de contenir une potentielle pale qui partirait comme un projectile. Ouais. C'est le principe de mettre du duct tape sur les fenêtres pendant un ouragan. Là. On va dire. Ouais. À peu près. Ouais. Pas tout à fait. Et ça marche-tu? Ça n'a pas marché, là. Ça a marché pour une des deux blades. Ah oui? Oui. L'autre a été ingérée. Ah oui, non. Et ça casse d'autres choses. Exactement. Voilà. Mais on s'entend que c'est plus dispendieux qu'une roulette de duct tape. Un wrapping de Kevlar comme ça, oui. Et si si certains de nos auditeurs sont des gens qui travaillent chez Bombardier, Challenger, CRJ, le wrapping de Kevlar, là, c'est l'espèce de couronne jaune que vous avez autour de l'intake. Les gars vont savoir de quoi je parle. C'est ça le fameux wrapping de Kevlar qu'on met pour contenir une potentielle explosion du fan. Donc, voilà. Là-dessus. Alors, oui. Dernier point. Puis après ça, je vous laisse tranquille. Ce que ça va amener, deux choses. L'inspection des blades qui est déjà commencée. Oui, mais une réparation peut-être? Qu'est-ce qu'on fait pour réparer une craque à l'intérieur? On la change? Non, on les scrape. OK. On la scrape tout court. Là. Il faut quand même mentionner qu'en 10 ans, ils en ont juste trouvé 9. Là. Ah oui, OK, quand même. C'est quand même pas si pire que ça. Puis c'était éventuellement cette inspection-là, là, elle était calée au premier 7000 heures, 7000 cycles, et après ça, répétitive aux 1000 cycles. Fait que ça, c'est pour Pratt. L'autre point intéressant, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que le carter, donc l'intake du moteur pour le PW4000 et potentiellement pour les autres moteurs du 777, hein, André, un malheur n'arrive jamais seul. Il va peut-être falloir redesigner l'intake. Oui, vous m'avez bien entendu. Il va peut-être falloir redesigner les intakes des 777. Puis là, ce qu'ils ne savent pas, c'est sur combien de modèles et sur combien d'itérations. Fait que de modèles, ce que je veux dire ici, c'est combien de modèles de moteurs. Est-ce que c'est applicable pour le Rolls-Royce, pour le Pratt ou pour le GE, ou les trois, ou juste deux? Et est-ce que c'est applicable pour les 777 200, 200ER, le 200L, le 300, 300ER? Ils savent pas encore, mais on parle bel et bien, vous m'avez bien entendu, d'un redesign complet de l'intake des moteurs des 777. Si vous pensiez qu'André était découragé tantôt, vous devriez le voir maintenant. Parce qu'il y en a au-dessus de 1000 en service, Greg, des 777. Comment? Il y a au-dessus de 1777 en service. Je pense que c'est même rendu à 15. Oh oui, absolument. Boeing, c'est pour ça que je gardais ça pour la fin. Là. Boeing a mis une cellule de crise en place pour y penser faire une réparation. Justement, il devait commencer à être en congé après le max. C'est CNN qui a sorti cette nouvelle-là cette semaine.
ils pensaient faire designer une réparation. Mm-hmm. Et finalement, ils se sont rendus compte que c'est impossible. Il va très certainement falloir redesigner l'intake. Et là, pour faire une petite parenthèse du côté des facteurs humains, là, dis-moi, est-ce que ça a causé un accident, là? Il n'y a pas eu de crash à cause de ça, là? Non, on a toujours été capable de... en 2018, le vol, c'était un vol de United encore, qui faisait San Francisco-Honolulu. Ouais. Fait que là, il y a des gens qui commencent à penser que Pratt est cursed sur le vol quelque chose Honolulu. D'accord. L'avion s'est posé à Honolulu sans problème. Puis à Denver, le pilote est revenu sans problème. OK, donc dans le fond... Comment? J'avais dit aussi que l'avion qui avait fait le Rescue Flight pour le vol de Denver, c'est l'avion qui avait eu le trouble en allant à Honolulu. Oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Ouh, trivia party. Oui. Mais donc, c'est quand même un testament au principe des tranches de fromage, de la sécurité en aviation, puis de pourquoi, quand il y a plusieurs couches de sécurité, même avec un incident très important, on finit par s'en sortir. Absolument. Puis ceux qui se demandent pourquoi que les autorités, la FAA, Transport Canada, tout ça, sont aussi chiants, là, je m'excuse du terme, là, mais en bon français. pourquoi qu'il y a autant de réglementations et pourquoi ils sont fatigants comme ça? Ben, c'est parce qu'on rajoute des couches, là, des tranches de fromage, en espérant que éventuellement le problème s'arrête à une de ces tranches-là. Oui, absolument. Donc, comme quoi, tu remarqueras que depuis plusieurs années, il y a eu beaucoup d'incidents où il y a des moteurs, des défaillances de moteurs au décollage ou en vol, d'importantes défaillances, puis l'avion est toujours revenu au sol. Oui, absolument. Donc, c'est important de rappeler au public que tout avion 2 moteurs est fait pour voler avec juste un moteur, puis perdre un moteur en vol, c'est loin d'être la pire chose qui peut t'arriver quand tu es en avion. Non, absolument. Mais tu sais, il y a tout qui rentre en ligne de compte, André, là-dedans. C'est un très bon point que tu soulignes. Faire plaisir à Olivier. Bon, il y a le côté technique. Les avions sont mieux designés, mieux conçus, plus sécuritaires, etc. Mais la formation des pilotes, quand même, dans l'ensemble, même si c'est pas... ça existe, là, des moins bons que la moyenne, là, mais dans l'ensemble, quand même, restons objectifs, là. La formation des pilotes est beaucoup mieux qu'à une certaine époque. Pour certaines affaires, peut-être un peu moins sur certaines autres, là, mais fait que tout ça mis ensemble fait que tu as beaucoup plus de revenir à ton point de départ avec un avion qui a un problème majeur là, qu'il y a 25 ou 30 ans. Là. Ouais. Et tu as soulevé un point intéressant. Je me souviens d'avoir parlé avec un pilote qui avait, sur un Lia-45, qui avait arrêté un moteur en vol. Puis quand je l'avais questionné, tu sais probablement de qui je parle, Olivier, quand je l'avais parlé de ça avec lui, il dit non, c'est parce que je l'avais demandé, c'est-tu stressant tout ça? Il dit pas vraiment, parce qu'il dit c'est comme dans le simulateur. Ah, on a le problème X, on arrête le moteur, la procédure. Et qu'il dit, tu t'embarques dans ta procédure, tu fais ce que tu as à faire, puis la première chose qu'ils réalisent, ils sont rendus au sol, puis ils n'ont même pas le temps de penser à vivre la situation. Ils sont c'est comme dans le simulateur. On fait ça, on a ça à faire. Exactement. Ils sont occupés, puis ils font leur routine, finalement. Tout à fait. C'est un tout. C'est un tout. Mais c'est vrai que il suffit d'une tranche, là. Il suffit qu'il y ait quelque chose qui soit défaillant dans tout ce système de défense-là pour qu'on passe complètement à côté. Oui, absolument. Ben, de toute façon, on peut l'évaluer avec tout ce qui est arrivé comme crash. Il y a une de ces tranches-là quelque part qui a lâché ou plusieurs. C'est le principe du modèle de Reason, effectivement. Exact. Là. Bref, là-dessus, on passe à notre entrevue de la semaine. Donc, on vous disait, chers auditeurs, qu'on vous reviendrait avec une entrevue avec une femme québécoise d'aviation, et c'est le cas, Laurie Breton. Tu es présentement entrepreneur, si j'ai bien compris. Exactement, bonjour. Bienvenue parmi nous, bonjour. Donc, qu'est-ce qui a commencé, en fait, ton pivot? Tu as changé un peu de carrière en aéro dans les derniers mois, si j'ai bien compris, là. En fait, j'ai jamais changé de carrière. Je continue à faire tout ce que j'aime dans l'aéro en tant que mécanicienne d'aéronef. Mais en fait, je suis tombée sur une idée géniale avec mon copain qui est pilote et moi qui, dans les dernières années, je cherchais un peu un projet
à mettre de côté. Là, dans le fond, un petit sideline de fun. Puis on est tombé sur l'idée, en fait, de créer une compagnie qui se pencherait sur la question de l'écologie en aviation. Et c'est pas un sujet qu'on entend parler souvent, mais en fait, on a décidé de se lancer dans la production de sacs pour pilotage et sacs pour grands voyageurs, là, dans le fond. Puis ces sacs-là seraient faits à partir de matières recyclées. Oups. Utiliser cette idée-là nous permettrait de faire entrer en aéro le concept d'écologie qui me tient tant à cœur, et ça me ferait plaisir de pouvoir présenter ça à tout le monde. Intéressant. Donc, quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir ces sacs-là sur le marché? C'est commencé la production? Oui, donc, c'est ça, en ce moment, on est dans les premières phases de la création d'entreprise. On a déjà plusieurs concepts en tête, mais on n'a pas encore de concept final ni de prototype de déjà créé. Mais d'ici la fin d'année, je peux garantir que les sacs vont être sur le marché et je vais être plus que contente de pouvoir offrir ça au paysage québécois. Cool. Ça, c'est intéressant. Oui, vraiment. Fait que c'est quoi ton... Là, on va backtracker un peu. Là. C'est quoi ton parcours? Là? Qu'est-ce qui t'a amené? T'as l'air d'une maniaque d'aviation, d'aérospatiale. Ah oui, on inclut tout là-dedans. Oui, c'est exactement ça. Oui, ça vient d'où? Ça a commencé comment? Aimes-tu les chats? Tout ça, là. Oui, donc j'ai eu la chance d'avoir un père passionné d'aéro. Qui a jamais absolument poussé à ce que je m'en aille en aéro. Il m'a juste transmis sa passion un peu malgré lui. Puis, à travers notre passion commune pour l'aviation, on a participé à quelques événements dans ma vie qui m'ont vraiment allumé des étincelles. Donc, j'ai finalement décidé de faire partie du programme des Cadets de l'air, qui est d'ailleurs un programme génial pour la jeunesse, qui enseigne le leadership puis comment devenir une meilleure personne, dans le fond. Mm-hmm. Puis, ce programme-là, en fait, m'a aidé à canaliser l'idée de vraiment m'en aller en aéro et de m'en aller en tant que mécanicienne là-dedans. J'ai toujours été quelqu'un qui travaille de mes mains, qui aime ça, les nouveaux projets, qui est allumé par avoir un job, dans le fond, qui est pas la même tous les jours. Donc, en fait, dès que j'ai eu la chance, je me suis inscrite à l'École nationale d'aérotechnique qui se trouve sur la rive sud de Montréal. Mm-hmm. Puis là-bas, j'ai fait un programme de 4 ans qui me permet maintenant en fait de travailler en tant que mécanicienne d'aéronef. Puis à côté de tout ça, mais je veux dire, je suis une grande passionnée de pilotage, je suis une grande passionnée de tout ce qu'on peut faire en aviation. Donc n'importe quoi qui touche l'aviation historique, entre autres, c'est des choses qui me passionnent. Donc voilà. OK, ouais, c'est bon, ça commence à être être pas pire. C'est contagieux aussi. T'as un très grand enthousiasme. C'est... Ah, les geeks entre eux. Vous êtes cute. Quoi? J'ai bien compris que mon son a coupé. Tes premiers sacs de pilote, ça va être fait avec du tissu de parachute, exact? Oui. Donc, comme j'expliquais tantôt, là, mes sacs de pilotage vont être faits à partir de matières recyclées provenant de l'aviation. Puis, comme on me demandait, c'est ça, la doublure interne de mes sacs vont être faites à l'aide de vieux parachutes qui peuvent plus être certifiés ou utilisés pour leur raison d'être principale. J'ai trouvé en fait que c'était une idée géniale parce que la quantité de tissu qu'il y a dans un parachute, c'est assez phénoménal. Donc la quantité de sacs que je peux faire avec ça, c'est bon. Puis c'est un tissu aussi qui est extrêmement durable. Donc en fait, je suis certaine d'assurer une qualité à mes sacs qui est assez bonne. Tu sais. OK. Et pour le revêtement, pour la rigidité des sacs, tu utilises quoi comme matériel? Ouais, donc pour l'extérieur de mes sacs, j'ai décidé d'y aller avec du vieux cuir utilisé en aéro. Donc, je vais probablement me procurer des vieux bancs d'avion ou des pièces en fait de l'intérieur d'avion qui sont faites en cuir. Donc, je vais être capable de recycler ce vieux cuir-là. Puis, ça va donner un look assez spécial parce que ça va être fait évidemment à partir de retailles. Donc, ça va être un espèce de patchwork de plusieurs cuirs ensemble, là, c'est ça. Puis là, quand tu parles de sac de pilote, là, on parle
le sac avec les headsets, là, puis les livres et tout ça là, qu'on connaît, là, c'est ça, là? Ouais, exactement. Donc, j'essaie de faire un sac qui est le plus modulaire dans la vie d'un pilote possible. Donc, j'essaie de fournir un sac qui va durer le plus longtemps possible, donc de bonne qualité, puis qui va être capable d'être adaptable à la carrière d'un pilote. Donc, par exemple, un pilote qui commence et qui fait son cours de pilotage privé aura certainement pas les mêmes besoins qu'un pilote qui est commercial puis qui a volé 20 ans pour Air Canada, là, tu sais. Donc, j'essaie de travailler ça pour que mes sacs soient le plus pratiques possible et éventuellement qu'ils puissent suivre la carrière des pilotes. Donc, tu disais modulaire, donc éventuellement, on pourrait peut-être en ajouter, admettons, là? Oui, exactement. Je suis en train de travailler un design qui permettra en fait d'ajouter ou d'enlever des pochettes à la guise des pilotes. OK. Je transférerai ça aussi à mes différentes collections de sacs, là, parce que oui, je vais avoir une collection de sacs pour pilotes, mais j'ai aussi l'intention d'en faire pour les grands voyageurs de ce monde et d'autres classes dans le pilotage. Donc voilà, c'est ça. Super. Okay. Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un GoFundMe bientôt sur ce projet-là? J'y pense, oui, absolument. Étant dans les premières phases du projet présentement, j'ai pas encore commencé à toucher cet aspect-là de ma compagnie, mais oui, absolument, c'est une idée que j'aborde présentement. Ça, puis en ce moment avec le COVID, c'est un peu malheureux pour tout le monde, mais au niveau entrepreneurial, le Québec et le Canada poussent vraiment les petites PME à émerger afin de redonner un paysage intéressant économique dans la région. Okay. Donc, je peux m'attendre aussi à avoir la chance de bénéficier de bourses ou d'aide financière de la part du gouvernement. Donc, ça, je suis quand même contente. Puis, donc, ouais, ça c'est intéressant. Puis, si j'ai bien compris ton projet, on est dans une optique de développement durable. Donc, on récupère, mais on veut quelque chose aussi qui va durer. C'est pas quelque chose qu'on jette au bout d'un an d'utilisation. C'est vraiment quelque chose que le pilote va pouvoir garder avec lui très longtemps. Ben absolument. Ma compagnie est basée sur la valeur principale de l'écologie intégrale. Puis ça, on peut me jeter des pierres, mais le concept provient et a émergé du pape Jean-Paul II, si je ne me trompe pas, qui a abordé ce sujet-là, pas tellement de manière religieuse, mais en fait, afin de montrer aux gens en fait que l'écologie, c'était pas juste une affaire d'environnement. L'écologie de base, le mot, l'étymologie du mot, c'est en fait la définition du mot, c'est le lien entre une personne et son environnement. Environnement pouvant être n'importe quoi. Donc c'est la gestion en fait de ce qu'on fait de notre environnement, qu'il soit immédiat ou pas. Donc, en fait, ma compagnie va se vouloir être le plus transparent possible dans ses manières de faire. Ma compagnie veut s'attarder au bien-être des gens, veut s'attarder aussi au fait que plus de déchets sur la planète est éventuellement très néfaste pour les prochaines générations. Donc oui, en fait, mes sacs sont basés en fait sur être le plus durable possible pour un meilleur environnement. Voilà. Hey, c'est un très bon pitch, sérieux, là. C'est vrai, excellent. Oui, vendu. Ouais, vendu. Je pilote plus, je vole plus depuis longtemps, mais j'en veux un pareil. Super. Tu nous tiendras au courant de ton projet, Laurie. Ça va nous faire plaisir de partager avec nos auditeurs les nouvelles qui vont émerger de ta compagnie naissante. Oui, on pourrait faire un petit retour là, sur le prototype. Absolument. Absolument. Puis je sens aussi que le paysage de l'aviation va changer dans les prochaines années. Donc, en fait, je m'attends à avoir un terreau qui soit propice au lancement de ma compagnie. Donc, j'ai hâte de reparler avec vous autres. Excellent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Oui, c'était cool. Merci. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec plaisir. On termine avec les nouvelles en rafale. Donc, on commence par... On a parlé il y a quelques semaines de l'augmentation des frais de NAV Canada. Ouais. Et là, on a la première personnalité publique qui s'est prononcée, c'est le CEO ou le PDG de WestJet qui considère cela comme scandaleux. On se demandait quels impacts ça allait avoir sur les passagers. Pour vous donner une idée, eux, ils l'ont refilé aux passagers, cette augmentation-là, et ça donne entre 4 et 7 $ d'augmentation du segment par billet. Okay. Quand même significatif. Okay.
C'est grand, c'est pas. Mais ça bouge, hein. Je peux vous dire, ça bouge. Les frais de. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi, je m'attends. Puis il y a du monde qui ont mis le poing sur la table, je peux vous dire. Avec Nav Canada, il y a des gens qui se sont tannés, il y a des opérateurs qui ont levé le ton. Ça bouge énormément. D'accord. Passons à une autre nouvelle un peu controversée. Olivier! De Havilland et PAL sont partenaires. Non. Ça, c'est pas la première fois, là. De Havilland et PAL sont partenaires pour développer une version spéciale du Dash 8 qui serait un avion de patrouille maritime. Et voilà. Ah, vas-y. Ah ouais, Olivier. Où est mon criquet? En premier, est-ce que c'est un avion, est-ce que c'est un MSA ou un MPA? Parce que c'est pas la même chose. MSA, c'est un avion de surveillance maritime qui est pas armé, qui fait juste se promener, qui prend des photos, puis qui envoie la main si vous êtes des méchants. Et un MPA, c'est un avion qui va être de patrouille, donc qui va être forcément armé. ATR développe une version de l'ATR 42 et /72 dans les deux sortes. Ouais. Ils ont des MSA et des MPA. Je vais utiliser l'acronyme anglais là, parce que ça va aller plus vite. Les Turcs, entre autres, ont les MPA et les MSA. Les Italiens ont des MSA. Je pense qu'ils regardent pour des MPA. Et je crois que Airbus les Pakistanais. Aussi, les Pakistanais en ont aussi. Ils ont les 72. Ouais. Et Airbus fait une version du CASA 235/295 en version MSA ou MPA, dépendamment si vous voulez larguer des torpilles sur des gens ou pas. Ce que tu veux dire, c'est que le marché est déjà pas mal touffu et ce sera pas la meilleure version, donc on sait pas pourquoi on se... Déjà, en partant, si c'est un Dash 8 classique qu'on prend pour faire ça, on est déjà en arrière des ATR, qui sont des avions qui sont supérieurs au niveau aérodynamique et probablement à d'autres niveaux aussi. Par que la même force de moteur, l'avion va plus loin, plus vite, amène plus de choses. Donc en partant, c'est comme OK, on part avec une strike. À moins d'avoir l'avion vraiment pas cher. Et aussi, les gens qui vont nous dire oui, mais ça serait un produit canadien intéressant pour remplacer les CP140. Non. On passe au prochain appel. La performance est tellement différente entre les deux avions, c'est comme dire hey, on va remplacer les Chinook par des Robinson 44. Oh. Bonne idée. Ça m'apprendra à intégrer Olivier dans une rafale. C'est parfait, c'est ça qu'on veut. Parfait. Une autre, André, nouvelle rapide, le 220, le premier 220 a volé, pas 24 heures, mais disons, était en opération à peu près 24 heures. En fait, c'est ça, c'est l'appareil, c'est le premier A220 qu'Air Canada a reçu en janvier dernier. En janvier 2020, oui, c'est immatriculé CGROV. Donc, et cet appareil-là, le 4 mars dernier, a effectué 4 vols pour un total de 15h43 minutes de vol. Donc, les 2 tiers de la journée, il l'a passé en vol. Puis l'autre tiers, c'était le temps de vider l'avion, entretien de ligne. L'entretien, les toilettes, remettre le catering, puis refaire le plein. Donc, l'avion était pratiquement en utilisation pendant 24 heures de temps continu. Oui, le go, let's go en 220, vous êtes les meilleurs. C'est ce que j'avais à dire dans ma brève. Excellent. Love. Ouais. Premier vol du Falcon 6X, Greg, est mort d'Olivier Dassault. Oui, ben écoute, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle pour l'industrie. Une bonne nouvelle côté avion, le 6X qui a fait son premier vol, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'on devrait encourager Bombardier et non pas Dassault. Mais c'est parce que sur le Dassault, sur le 6X, il y a des bons vieux PW800. Ils sont pas vieux. C'est des 812D. Donc, on est content pour Dassault puis on est très content pour nos amis de Pratt Canada. Puis, malheureusement, cette nouvelle-là a été occultée par la mort d'Olivier Dassault qui s'est tué à bord de son hélicoptère. Olivier Dassault, qui est le fils de Serge Dassault, qui était le fils de Marcel Dassault. Marcel Bloch. Marcel Bloch. Ouais. Fait que, l'hélicoptère, ils étaient à 2 dans l'hélico. Il y avait un pilote avec lui, hein. Ouais, c'est ambigu là, parce qu'il y en a qui disaient que c'était lui qui pilotait. En tout cas, il est mort. Bon. Bref, l'hélicoptère, c'est pour ces gens qui sont curieux, c'est un Astor 350, c'est un modèle B de 1981. OK. Puis, c'est pas cet appareil-là qu'on... Est-ce qu'on sait, Olivier, as-tu un rapport préliminaire, quelque chose qui est sorti? Non, rien. Non, d'après ce que j'ai vu, ils ont décollé, puis l'hélicoptère était bon de vol, puis ils ont décollé, puis ils se sont écrasés. C'est pas cet appareil-là qu'on dit que s'il y a quelque chose qui n'a pas marché, c'est le pilote parce que l'hélico, il est fantastique. Là? Ouais, l'Astor, il est assez fiable comme hélicoptère, honnêtement. Là, pour un hélicoptère, c'est très fiable.
Oui, effectivement. Très bon point. Ouais, voilà. OK. Non, c'est une bonne machine, là. C'est vraiment un bon hélicoptère. Ben, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Il y a plein de choses qui vont arriver avec des hélicoptères. Là. Puis si un jour on a un Fireside Chat, je vous raconterai ma rencontre avec Olivier Dassault. Oh, Absolument. On met ça à l'horaire. Parfait. Et notez aussi qu'on a dans le blog de Menteur Aéro une liste des podcasts qu'on a trouvés intéressants qui sont reliés à l'aéronautique. Donc, pas des channels, pas Aviation Week, mais des épisodes de d'autres podcasts qui ont parlé d'aéronautique. Et il y a un épisode d'Affaires sensibles au sujet des finances de Dassault. C'était bien intéressant. Allez voir ça si jamais, oui. Puis si jamais aussi, ça vous branche. moi, je lance l'invitation à nos auditeurs dans les commentaires. Donnez-nous vos podcasts, épisodes, whatever, préférés. Absolument. Question qu'on puisse écouter ça et partager. Dernière petite rafale qui est presque du niveau du potin. Écoutez, on n'a pas parlé tant que ça des règlements financiers de Boeing en lien avec les écrasements du MAX. Par contre, on sait qu'ils ont réglé à peu près 90% de la poursuite en lien avec Lion Air. Oui. Et on vient d'apprendre que l'un des avocats californiens qui s'était occupé de cette cause-là aurait fraudé les victimes de ça, donc les familles des victimes dans le fond, et aurait conservé autour de 2 millions pour lui-même. Ça, c'est une histoire vraiment compliquée. Tu sais, sa femme était sur les Housewives of Beverly Hills, puis il était impliqué dans toutes sortes de poursuites célèbres qu'on a connues, dont, entre autres, celle qui est décrite dans le film Erin Brockovich. Donc, avec Julia Roberts. Oui, exactement. Donc, en tout cas, c'est toute une saga, mais tout ça pour vous dire qu'il y a des familles qui n'ont pas reçu les règlements que Boeing a donnés. On ne sait pas combien, mais on sait qu'il en manquerait 2 millions. Et donc, ces familles-là se sont fait voler par l'avocat qui, présentement, pu continuer à être en exercice tout le long parce qu'il était trop ami avec le barreau californien. En tout cas, toute une saga. Il fait de l'Alzheimer présentement et lui et sa firme sont en faillite. Donc, on pense pas que les victimes vont pouvoir récupérer quoi que ce soit, fort malheureusement. Ça va bien? Non, c'est une beauté, ce dossier-là. C'est vraiment quelque chose. Enfin bref, pour votre information. Alors là-dessus, chers auditeurs, merci infiniment d'avoir été parmi nous. C'était Claudia Ouellette. Grégory Blanc. André Allard. Et Olivier Lacombe. Merci tout le monde. Bonne semaine. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez nos sites web menteuraero.com et lesailesduquebec.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod, AEROPOD, @menteuraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.